Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Cette semaine, je reçois Camille Kribich, cofondatrice du fonds de venture capital Eutopia. Alors, Eutopia, c'est la version réaliste de l'utopie et c'est aussi le premier fonds dont je parle sur ce podcast. Et pour cause, Eutopia est un peu différent. Camille nous raconte son histoire de spin-off d'Euthium Capital, le fonds de Pierre-Édouard Sterin, le fondateur de Smartbox, jusqu'à devenir une entreprise à mission, Bicorp, et à faire un énorme travail sur leur culture entreprise. Bonne écoute à tous. Bonjour Camille. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va super bien. Je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui chez Eutopia. C'est hyper cool de refaire des podcasts en présentiel, ou d'en faire plus en tout cas. Bah écoute, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à Antoine qui nous a mis en relation. Et puis un petit coucou aussi à Stella Walter qui est chez Luco maintenant et qui est passé par Eutopia. L'ancienne de chez nous. Ouais. Exactement. Et qui m'a très chaudement recommandé de venir vous voir du coup. Merci Stella. Voilà. Bah du coup Camille, pour que tout le monde te connaisse, c'est un peu traditionnel en début de podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Déjà merci de m'inviter dans ce podcast. Donc moi c'est Camille, j'ai 29 ans. Je suis l'une des associées fondatrices d'Eutopia, qui est donc un fonds d'investissement basé entre Paris et New York, qui est spécialisé dans les consumer startups. Voilà, en quelques mots. Ok, super. Alors du coup, donc t'es fondatrice d'Eutopia. Déjà, raconte-nous, c'est quoi Eutopia concrètement ? Et part du principe que toute l'audience n'est pas forcément aussi éclairée que peut-être que toi sûrement, et moi peut-être sur tout ce qui est l'écosystème des fonds d'investissement. Ça marche. Donc Eutopia, donc on a un fonds d'investissement. Donc concrètement, le principe d'un fonds d'investissement, c'est qu'on investit de l'argent dans des entreprises, voilà, pour les aider à se développer. Comme je le disais, on a un positionnement qui est assez particulier puisque nous on investit uniquement dans des marques qui repensent la société de consommation, donc tout secteur confondu. Donc c'est aussi bien des marques de beauté, de mode, dans l'alimentaire, dans l'univers de la maison, de la ville, donc des marques comme Teddy Bear par exemple, qui est une marque de matelas, comme Oh My Cream en cosmétique, comme Dynamo en fitness. Voilà, donc on a un portefeuille d'une trentaine de marques aujourd'hui assez large. Et donc nous, notre métier, voilà, c'est d'accompagner ces sociétés en leur apportant de l'argent et en essayant aussi de les aider un peu plus concrètement dans leur problématique. Une autre chose qui est importante chez nous, c'est que non seulement ce sont des marques qui repensent la société de consommation, c'est aussi des marques qui sont engagées. Nous, on résume ça autour du triptyque bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Et voilà, ça nous tient beaucoup à cœur. Ok. Et donc du coup, vous investissez assez tôt, si j'ai bien compris. Exactement. On investit dans des sociétés qui font entre 0 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où on rentre. Et l'idée, c'est de les aider à se développer au-delà. Complètement. Alors du coup, tu vois, quand j'ai découvert Eutopia, vraiment, je l'ai découvert sur un podcast. J'ai découvert qu'Antoine, qui est du coup aussi, ton associé et un autre des cofondateurs d'Eutopia, est passé sur Génération de Yourself avec Mathieu Stéphanie, qu'on salue d'ailleurs, qui est aussi venu ici. Et en fait, tu vois, j'avais déjà écouté plein de trucs sur des fonds, j'ai des copains qui posent dans des fonds, etc. Mais Eutopia, même quand tu vas sur votre site, etc., c'est quand même vachement différent, quoi. Et en fait, pourquoi ce choix d'être aussi différent, et concrètement, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi entre guillemets, que vous êtes un peu à part sur la place dans l'écosystème? C'est gentil de dire ça, déjà, on y travaille un peu, donc tant mieux si ça ressort. Je pense que la première spécificité, c'est quand même notre thèse d'investissement, qui est effectivement assez particulière dans l'univers du VC et même de l'investissement en général. Ensuite, je pense qu'une autre chose qui est importante chez nous, c'est notre équipe, qui est aussi avec des profils assez différents. Donc on vient pas tous du sérail de l'investissement. On apprend aussi pour certains un peu en marchant, mais je pense que on a vraiment privilégié des personnalités, des parcours aussi très opérationnels dans l'accompagnement de nos sociétés, plutôt que des parcours 100% financiers. On est aussi tous des entrepreneurs d'une certaine façon, puisque Eutopia, que ce soit dans l'équipe des cofondateurs ou même ceux qui nous ont rejoints ensuite, on est plutôt des gens qui ont envie d'initier un mouvement un peu différent, et je pense que ça nous caractérise aussi beaucoup.
Et ensuite, l'autre différence, je pense, qui est assez importante, c'est la relation qu'on essaye d'avoir avec nos participations. Donc j'ai jusque-là beaucoup résumé le métier du fonds d'investissement au financier qui met de l'argent, mais je pense qu'on a une relation qui va un peu au-delà de ça. On essaie vraiment de les accompagner, d'être des partenaires pour eux, d'agir avec beaucoup de bienveillance. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une de nos 3 valeurs chez Utopia, et on essaie vraiment d'avoir voilà cette proximité là aussi, et ce rôle de partenaire, avec vraiment l'envie de développer tout notre portefeuille, que toutes nos boîtes grandissent, ce qui est aussi souvent assez différent, en tout cas dans l'univers du venture, où on a très souvent en tête l'image de, en fait, on va chercher 1 ou 2 sociétés qui vont être celles qu'on appelle les fund retainers, donc qui vont être des cartons intersidéraux, celles qui vont surperformer tout le reste. Exactement. Et permettre d'absorber tous les échecs que t'as forcément quand t'investis dans des boîtes en hyper early, quoi. Voilà, un peu pas forcément au détriment du reste, mais en tout cas le modèle fonctionne plutôt comme ça. Là où nous, on a plutôt à cœur d'avoir un portefeuille qui est très homogène, où on va accompagner toutes les sociétés le plus longtemps et le plus loin possible. Ok. Et justement, tu parlais de votre thèse d'investissement, donc que du direct consumer, directement au consommateur. Je suis en train de me faire taper parce que je mets trop d'anglicisme dans les podcasts, mais celui-là va vraiment l'être plein. Donc, pourquoi ce choix? Parce que tu parles de bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. J'imagine que c'est quelque chose qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres boîtes aussi, quoi. Donc pourquoi ça? Alors c'est une thèse qu'on a élaborée en 2015 avec Antoine dont tu parlais tout à l'heure, quand on était encore rattaché au family office Otium Capital. Et cette thèse, elle s'articulait autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'était de se dire que la société de consommation telle qu'on la connaissait était radicalement en train de changer, et essentiellement parce que les consommateurs en fait demandaient d'autres choses, plus de transparence, plus de naturalité, plus d'expérience, un lien plus direct avec leur marque. Et ça, c'est un mouvement qui en fait ne fait que prendre de l'ampleur plus les années passent. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième, c'était l'essor du digital qui changeait complètement les modes de communication, de distribution, et qui a favorisé en fait l'émergence de nouvelles marques. Là où jusqu'à présent c'était très très compliqué, si on pouvait pas se payer des linéaires chez Carrefour ou autres, d'émerger. Donc là il y a vraiment un tout nouveau modèle qui a émergé. Et le troisième pilier, c'était de se dire que face à ça, en fait, les acteurs historiques sont plus forcément ni les plus agiles ni les plus légitimes, et que l'innovation va plutôt venir en fait de nouveaux entrants. Et donc la condition pour que ces nouveaux entrants émergent, donc ça c'était pourquoi on se disait finalement il y a une super opportunité pour des nouvelles marques. Mais la condition derrière ça, c'était aussi de leur apporter du financement et les moyens de se développer. Et en fait, dans le panorama du VC, on va dire traditionnel, dans le sens où ces investisseurs qui sont prêts à prendre des paris dans des boîtes assez jeunes, traditionnellement, le monde du VC est plus orienté vers de la tech, parce que historiquement, c'est des profils d'ingénieurs, parce que les modèles de SaaS, de marketplace, paraissent beaucoup plus scalables, etc. Alors que quand on se dit on va lancer des marques, il y a des énormes sujets, exactement, de stock, de distribution, de construction de marques, qui paraissent plus compliqués, ou en tout cas moins scalables. Alors sachant qu'il y avait quand même des modèles aux États-Unis qui commençaient à ouvrir la voie et nous montrer que c'était possible. Alors les marchés sont différents, mais en tout cas il y a eu des premiers succès comme Dollar Shave Club qui était un peu l'un des pionniers en fait sur ce modèle-là. Donc c'était des rasoirs sur abonnement. Et donc on voyait des exemples aux États-Unis, en France assez peu de financement. Et là, on a eu de la chance, c'est que donc Otium Capital, qui était le family office de Pierre-Édouard Stérin, le fondateur de Smartbox, il a fait son succès sur un produit B2C. Donc pour lui, il s'est dit oui, il y a des choses à faire en B2C, et moi je suis sur cette thèse-là, et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Sachant que si on s'arrête un peu sur toi à titre perso, donc t'étais chez Otium donc avant que le spin-off se fasse, mais je crois que c'est quelque chose que t'as toujours eu plus ou moins dans ta carrière, ce côté consommation etc. Parce que B2C, ouais. C'est dans l'audit, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire que effectivement avec Antoine, on avait une sensibilité produit qui était beaucoup plus forte qu'une sensibilité tech. Donc moi effectivement avant j'étais passée chez Birchbox, notamment, Blissim maintenant, donc leader des box beauté. J'avais travaillé pour différentes marques dans le luxe, donc j'avais effectivement une sensibilité produit qui était beaucoup plus forte. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on côtoie ça en fait tous les jours. Ouais, c'est ça. Avec les boîtes qu'on accompagne. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est ça qui t'a donné envie entre guillemets, de prendre ton envol et tes distances, que vous êtes vraiment très proches, parce qu'on était littéralement le bureau à côté. On est toujours dans les mêmes bureaux, ouais. Chez Otium, c'est ça.
En fait, c'est-à-dire que c'est ça qui nous a, je pense, motivé encore plus avec Antoine quand on a élaboré cette thèse, encore une fois, au départ au sein du Family Office. Et puis ensuite, les années ayant passé, l'équipe avait grandi, on avait un portefeuille de marque un peu plus établi, on avait investi dans 14 sociétés, et on s'est dit que c'était le bon moment aussi pour prendre notre envol. Avec encore une fois ce que je disais tout au début du podcast, mais cette fibre entrepreneuriale qui était aussi assez poussée chez Otium en fait. Il y a tout un alumni Otium de gens qui ont monté leur boîte après le passage par Otium. Il y a un gros cercle de exactement. Et donc je pense qu'on avait tous envie aussi de créer notre aventure à nous. Ouais, je comprends tout à fait. Et alors justement, c'est une merveilleuse transition parce qu'en fait, tu vois, vu de l'extérieur, les fonds, en gros, on entend parler des fonds dans les médias un peu mainstream quand, je sais pas, Content Square lève 500 millions d'euros, par exemple, tu vois. Enfin, pour prendre l'exemple de la dernière grosse levée en date. En fait, on oublie un peu aussi qu'un fonds, c'est pas juste une poche d'argent, c'est aussi une boîte, quoi. Exactement. Et donc, du coup, en fait, concrètement, t'as effectivement créé une boîte. Ouais. Et là, du coup, on revient sur des sujets, qui nous tiennent à cœur chez Bienveniste, les sujets de culture entreprise. Aucun spoiler là-dessus. Et en fait, de ce que j'ai compris, vous avez bossé là-dessus hyper tôt. Et puis même encore là, vous n'êtes pas non plus 250 dans le fond, quoi. Non, on est 9. Voilà. Donc, et pour autant, vous avez quand même fait énormément de travail. Il y a un super manifesto qui est en ligne, des valeurs qui sont définies, etc. Vous êtes une entreprise à mission. Enfin, pourquoi ce choix de travailler aussi vite sur votre culture? Alors en fait, pour moi, la notion de culture, elle est très liée à la notion de marque. Sachant qu'il y en a un qui est peut-être plus un modèle interne et l'autre externe. Oui, souvent tu définis ta culture et ta marque va diffuser ça et infuser ta culture, quoi. Exactement. Donc en fait, c'était dans un sens ou dans l'autre. Nous, on a eu assez vite cet enjeu de marque parce qu'en fait, quand tu montes un nouveau fonds ou quand tu vas investir dans des sociétés, t'as un vrai enjeu en fait d'être désirable pour les entreprises qui cherchent de l'argent. Donc à la fois, il faut qu'elles te connaissent pour que quand elles ont envie de lever de l'argent, elles pensent à toi. Et il faut que dans l'autre sens, ce qui nous arrive très très souvent, il faut que quand nous, on les contacte pour leur dire bonjour, je suis Utopia, ton projet m'intéresse, peut-être qu'on peut en discuter et que tu as un sujet d'investissement, de financement, il faut qu'à ce moment-là, on ait des choses à leur raconter et qu'elles aient envie de travailler avec nous. Et qu'elles aient plus envie de travailler avec nous qu'avec un autre fonds. Donc il y a un vrai enjeu quand même de construire une marque investisseur qui soit désirable, qui donne envie, pour que les fondateurs en fait des sociétés aient envie de travailler avec nous. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Surtout qu'encore une fois, au sein du Family Office au départ d'Otium, il y avait 2 équipes qui coexistaient. On s'appelait tous Otium, donc c'était pas forcément très lisible sur le marché pour pouvoir expliquer. Voilà, nous on fait que des marques. On a cette approche. Voilà, c'était 2 thèses d'investissement qui étaient très très différentes. Donc on avait vraiment ce besoin de s'exprimer et de dire qui on était. Donc il y a eu d'abord, je dirais, un vrai enjeu de réflexion sur nous, la marque investisseur qu'on avait envie de construire. Donc avec un gros projet notamment qui était quel nom nous donner, donc qui a donné lieu à beaucoup de semaines, mais qui est assez réfléchi, je trouve. Qui est assez réfléchi. Donc c'est pas juste machin investissement incorporated, quoi. Enfin, non, on s'est beaucoup creusé le cerveau pour trouver le nom. Et en fait, Utopia, pour la petite histoire et pour ceux qui n'ont pas fait de grec, et ce qui n'est pas mon cas non plus. Non plus. Mais si on doit revenir à l'étymologie qui est hyper intéressante, parce que souvent on se dit, Utopia, en fait, c'est l'utopie avec un E pour Europe, par exemple, ce qui n'est pas l'histoire. Utopia, c'est le lieu du bon et du bonheur. En grec, et c'est en fait le pendant réel de l'utopie. Et nous, c'est hyper important pour nous, c'est comment, en fait, essayer de créer un monde meilleur, mais de façon pragmatique, en admettant que on sera pas parfait, mais on essaye juste tous de bouger dans le bon sens. Complètement. Donc voilà, je dirais que ça c'était vraiment le point de départ, c'était quelle marque on a envie de construire et quelle histoire on veut raconter vis-à-vis de l'extérieur. Et une fois qu'on s'était dit ça, du coup on s'est posé aussi les questions sur en interne comment ça se traduit pour être cohérent finalement en interne et en externe. Ouais, complètement. Mais c'est bien parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas extrêmement perçu aussi. Enfin, quand t'es pas dans l'écosystème, on a toujours l'impression qu'en gros les startups doivent aller mendier entre guillemets et gratter à la porte des fonds pour avoir de l'argent. En fait, c'est pas que ça. T'as aussi, notamment quand tu commences à être une boîte qui a beaucoup de traction et que ça marche bien, etc. Tu peux te permettre le luxe entre guillemets, tu peux dire tes investisseurs. Complètement. Et tu les choisis pas juste. Enfin, en fait, ils vont tous. À un moment donné, si tout le monde veut te financer, tout le monde va donner le même montant, quoi. Donc, c'est quelle est la valeur ajoutée que t'apportes aussi à la boîte en tant qu'investisseur. Exactement. Et nous l'intérêt d'avoir. Que ce soit pas juste parce qu'on paye les boîtes plus chères.
Exactement, ouais, complètement. Ouais, c'est sûr. Oui, donc tu peux avoir une belle course à la vélo, sinon, ouais, effectivement. Ouais. Et alors, du coup, on va y revenir après, mais du coup, si tu travailles sur ta culture, et du coup, tu te poses la question, effectivement, de l'interne, et tu fais un travail sur les valeurs, d'Utopia, donc j'en avais 3. Du coup, la bienveillance, la transparence et l'ambition. Exactement. Enfin, pourquoi, et surtout, comment tu les as choisis? C'est quoi le process pour te dire, ok, bah, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi? Ah, c'est intéressant. Je pense que assez naturellement, on a cheminé vers ça. C'était des valeurs qui étaient assez présentes depuis le début, et on a voulu quand même en faire un travail assez collectif avec l'ensemble des membres de l'équipe. En réalité, on a initié ce travail tous les 4 avec donc les 4 associés d'Utopia, mais ensuite on a vraiment voulu amener toute l'équipe dessus, et notamment une fois qu'on s'était mis d'accord un peu sur ces 3 valeurs-là, c'était la question de la définition. Et comment on définit ces valeurs-là, et qu'est-ce que ça implique par exemple en termes de do et don't. Donc voilà, donc je dirais que ça a été un travail assez itératif, très collectif, mais finalement sur lequel on a assez vite convergé, en tout cas sur les notions d'ambition, bienveillance et transparence, parce que finalement c'était des choses qu'on s'appliquait déjà tellement au quotidien. Oui, quand ça part de là, en général, c'est mieux. Exactement. Donc pour nous, c'était assez évident. Ok. Et tu trouves que c'est des valeurs qui sont toujours vécues et hyper pertinentes, j'imagine, pour le... Et bah complètement. Eh ben oui, si tu m'avais dit non, ça aurait été hyper inquiétant. Non, franchement, complètement, et on essaye vraiment tous les jours de se dire, est-ce qu'on respecte toujours ces valeurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des valeurs qui se répondent bien, en fait. Donc si je prends par exemple l'ambition, ce qu'on va mettre derrière, c'est aussi la notion d'essayer toujours de se dépasser, d'aller plus loin. Il y a une culture du travail qui est quand même assez forte chez nous, mais vraiment dans un sens presque de développement personnel, en fait, où on veut aussi chercher un peu nos limites et chercher à se dépasser. Mais quand on dit ça, ça peut faire peur et on va croire qu'on est tous des bourreaux de travail, mais ce qui est pas le cas, parce que dans l'autre sens, t'as la bienveillance. Et en fait, la bienveillance, c'est aussi se dire que on prend soin les uns des autres, on a à cœur d'avoir un équilibre pro-perso qui est assez fort, et donc oui, on est ambitieux, mais pas au prix de n'importe quoi, pas au prix d'une course à l'argent ou voilà. Donc à chaque fois, tu vois, ça se répond un peu de cette façon-là. Et puis c'est assez cohérent au final. Enfin, heureusement, tu vois, mais avec l'identité de votre fond et tout ce que tu nous as raconté avant sur votre thèse, sur le nom Utopia, etc. quoi. Il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que donc vous êtes un fonds qui est hyper récent en plus. Vous êtes entreprise à mission et vous êtes B Corp. Ouais. Alors, du coup, je vais pas dire que vous êtes le seul, parce que j'en suis pas sûr, et que j'ai pas fait le tour de tous les fonds de la place pour vérifier s'il y en a pas un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas beaucoup de fonds qui ont fait ce choix-là. Du coup, pourquoi vous avez fait ce choix-là, et surtout, en quoi c'est utile pour vous? Alors c'est une bonne question. On a fait ce choix parce qu'en fait, on voulait, je pense, être assez aligné avec les entreprises qu'on accompagne. Et pour nous, c'était hyper important qu'on réfléchisse en fait tous à concrètement notre mission. À part avoir des sociétés qui effectivement vont croître et avoir des résultats positifs, quelle mission, quel rôle on a dans notre société pour essayer de faire bouger les choses en fait, et de contribuer à rendre le monde un peu meilleur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on poussait depuis très très longtemps nos sociétés à faire, mais avant même finalement que le statut d'entreprise à mission existe. On disait mais d'accord, tu vends tel ou tel produit, mais au-delà de ça, ta mission un peu sociétale, c'est un peu mieux pour vendre, tu vois. Exactement. En fait, tout ça, encore une fois, est très lié avec les notions de marque. Réfléchir à la mission, quand tu travailles sur des marques, quand tu fais du branding, quand tu réfléchis une plateforme de marque, c'est l'une des premières questions que tu te poses. Et donc ensuite, ça peut se traduire de plein de façons différentes. Mais en tout cas, nous, on voulait vraiment que toutes les sociétés qu'on ait en portefeuille se posent cette question-là. Première chose. Ensuite, quand la loi Pacte est passée et que le statut d'entreprise à mission a existé, on s'est dit, en fait, c'est génial. Parce que du coup, ça vous permet, vous, de l'ancrer aussi dans vos statuts et de rendre ça encore plus concret. Et ensuite, on s'est dit, nous, de la même façon, quand on a lancé Utopia, il faut aussi qu'on soit cohérent avec ça. Et au-delà d'être un fonds d'investissement, quel message on a envie de porter, comment on a envie, de contribuer aussi, nous, à notre façon, à créer ce monde de demain. Ok, complètement. Oui, parce que tu vois, au final, je pense que tu as déjà énormément de contraintes réglementaires quand t'es un fonds. B Corp, c'est pas un truc qui est facile à obtenir. Enfin, tu te fais auditer tous les ans, il faut progresser tous les ans, etc. Bon, j'en ai déjà parlé 1000 fois sur ce podcast, je vais pas refaire le speech.
Et en troisième mission, c'est pareil, t'as des objectifs concrets à mettre en place, que tu dois mesurer, etc. Ça vient jamais en collision avec tes objectifs de performance pour ton fonds, par exemple, des choses comme ça? Alors jusqu'à présent pas. Alors on a eu déjà des débats sur certains sujets, mais en fait nous, encore une fois, comme on est plutôt dans une démarche de progrès, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure la société qu'on étudie aujourd'hui, elle pourrait s'inscrire dans cette démarche-là, en fait toujours autour de notre triptyque bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète, puisque c'est ça notre mission chez Utopia, c'est d'accompagner, d'être un acteur économique qui accompagne des projets bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Donc pour respecter notre mission, il faut que les sociétés qu'on accompagne cochent ces 3 critères-là. Mais la question qu'on se pose, c'est ok, peut-être qu'aujourd'hui ça les coche pas complètement, mais dans quelle mesure on peut les accompagner pour progresser là-dessus. Et comment on peut les accompagner, ça veut dire nous Utopia, ce qu'on peut faire pour elles. Est-ce que c'est des modèles économiques ou des projets qui peuvent effectivement s'adapter pour faire ça? Est-ce que si elles s'adaptent de cette façon-là, elles seront toujours aussi viables économiquement, puisque ça peut avoir des impacts de marge ou autre. Donc on va se poser un peu cette question-là. Et est-ce que les fondateurs de la société ont envie de s'inscrire dans cette démarche, ce qui est aussi le sujet. Et si on arrive à répondre oui à ces questions-là, dans ce cas-là, on peut faire l'investissement. Donc finalement, peu importe qu'aujourd'hui ça coche complètement les cases ou pas, dans la mesure où on s'inscrit dans cette démarche de progrès. Oui, de toute façon, tu peux pas en early avoir que des boîtes qui sont au top sur toutes les dimensions. Exactement. Et en même temps, ils ont peut-être aussi besoin de travailler sur leurs produits exactement. etc. Exactement. Donc c'est vraiment la logique de s'inscrire dans cette démarche de progrès. Et pour répondre peut-être plus directement à ta question de est-ce que ça peut être en conflit ou pas avec la performance financière, nous on a plutôt envie de se dire qu'aujourd'hui il faut plus opposer impact et ambition et performance financière, et au contraire, parce qu'en fait on est assez persuadé, et particulièrement pour des boîtes B2C, que si elles s'inscrivent pas dans cette démarche d'engagement, elles auront pas les performances financières. Ouais. Il y avait une stat assez intéressante de Kantar, je crois, qui disait que près d'un quart des consommateurs aujourd'hui se détourneraient des marques si elles n'étaient pas suffisamment impliquées sur des sujets environnementaux et de santé. Et c'est d'autant plus fondamental sur des marques qui sont en D2C. Exactement. Si tu vois, si on prend l'exemple de Balance ta startup par exemple, il y a plein de boîtes qui sont passées dessus, qui étaient en B2B. J'ai pas l'impression que ça les ait secoués outre mesure. Il y a une boîte qui a fait exploser le truc, qui s'appelait Logitu, c'est pas un secret de toute façon, qui eux pour le coup c'était vraiment une marque extrêmement B2B avec un très fort univers de marque, etc. Et en fait tu peux pas mentir sur ta culture, sur qui tu es, etc. C'est ça, ce que tu vends, c'est pas un collier quoi. Enfin tu vends être entre guillemets une meilleure personne, tu vois, pour le mettre. Tu vends tout le feeling et l'expérience qui va avec. S'il y a quelque chose qui vient fissurer cette expérience-là, d'un seul coup, ton collier, on rejoint ce que je te disais sur la marque et la culture d'entreprise, tu vois. Ouais. C'est finalement, la marque, c'est ton expression extérieure, mais qui est tellement liée à ce que tu véhicules en interne, que si les deux se répondent plus, oui, tu peux avoir un problème. Ah, c'est hyper fondamental, quoi. Et donc toi, du coup, pour faire le lien entre la culture des participations et la culture de ton fonds, tu te poses la question de la compatibilité culturelle entre, du coup, Utopia et vos parts ou futurs parts au moment où vous recevez les dossiers. Ouais, donc encore une fois sur les deux sujets, bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Là, on essaye vraiment nous de faire notre grille et de voir à quel point ça répond bien à ces critères-là. Donc ça c'est une chose. Et sur le rapport à nos valeurs, je dirais que c'est surtout ces deux dimensions-là qui sont très très fortes. Ça c'est plutôt le fait de passer beaucoup de temps avec les fondateurs, de prendre aussi beaucoup de références sur eux. Ouais. Parce qu'en fait en early stage, c'est vrai que l'équipe c'est pas le facteur déterminant, mais presque en réalité. Donc nous on passe vraiment beaucoup de temps avec les équipes pour bien appréhender ce fit et cet alignement entre nous, et en fait c'est clé. Ok. Et quoi, concrètement, je vais pas te donner tous les dossiers de ta grille d'évaluation des dossiers, mais comment est-ce que tu fais pour évaluer ça? Parce que tu vois, ça peut être des choses qui sont pas hyper tangibles, là où une marge ou un EBITDA, c'est tangible quoi. En réalité, c'est pas tangible. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intuitu personnel qu'on crée au fil des rendez-vous. Donc ça, c'est très difficilement quantifiable. Non, bien sûr. On n'a pas un questionnaire à ce moment-là de alors attends, toi comment tu définis l'ambition, quel est ton rapport de 0 à 5, tu te décrirais plutôt bienveillant ou pas. Voilà, donc on fait pas ça. Donc je dirais que c'est plus une impression qu'on a nous
nous l'équipe qui va instruire le deal, puis les autres personnes chez Utopia qui ont peut-être moins la relation avec les fondateurs, mais on organise une management presse qui donne l'occasion en fait à toute l'équipe d'échanger avec les fondateurs. Okay. Donc c'est encore une autre façon de le faire. On essaye même pendant l'instruction que à peu près tous les membres de l'équipe aient pu avoir de toute façon un échange formel ou informel avec les fondateurs. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, pour rendre ça quand même un peu plus tangible, on fait beaucoup d'interviews avec des employés, les business angels éventuellement, d'anciens employeurs, pour essayer un peu de mapper autour des fondateurs et pour bien comprendre. Bon, nous on les voit, même si on y passe du temps, ça reste des process d'instruction qui sont assez courts. Il y a des gens qui les connaissent depuis beaucoup plus longtemps que nous, pardon. Et donc du coup, c'est intéressant de prendre leur point de vue. Mais même par contre, même si t'es primo-entrepreneur, effectivement, c'est pas forcément si t'es primo-entrepreneur, non, t'arrives toujours à trouver des gens quand même près de qui prendre des références. Ok. Et alors du coup, tu vois, on a parlé donc de la possibilité entre Utopia et la boîte, un truc que je t'ai déjà entendu dire sur d'autres podcasts, c'est que tu regardes aussi beaucoup l'alignement entre les valeurs personnelles du ou des fondateurs et les valeurs de la boîte. Ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et si tu veux, enfin, pour moi, t'as un peu deux types d'entrepreneurs, attention grande théorie, mais en fait, t'as un entrepreneur qui va voir qu'il peut acheter un truc et le revendre plus cher. Tout bêtement, enfin, tu vois, très très caricatural, et t'as celui qui est vraiment animé par son projet et qui a une vocation, etc. Il y a pas de jugement de valeur sur les deux. Mais du coup, comment t'arrives à voir, toi, cet alignement-là, et c'est quoi un peu ton critère pour te dire, j'y vais ou j'y vais pas, quoi? C'est une bonne question. Effectivement, c'est un vrai critère chez nous, l'alignement entre c'est pas forcément qu'un alignement de valeur d'ailleurs, mais c'est l'alignement entre les porteurs de projets et leurs projets. Pourquoi c'est important? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que être entrepreneur, c'est dur, en réalité. Et si c'est pas un projet que tu portes vraiment avec tes tripes et qui, tous les matins, tu sais pourquoi tu le fais et t'es habité par ça et en fait, c'est ton rêve depuis toujours de porter ce projet-là, ça peut être plus dur pour toi. Donc pour trouver toujours l'énergie, la motivation, quels que soient les obstacles, moi c'est un truc qui m'a bluffé l'année dernière, la résilience des entrepreneurs dans une année qui était quand même hyper difficile, mais vraiment j'étais bluffée de à quel point en fait ils rebondissent, ils s'adaptent, donc impressionnant. Et je pense que c'est d'autant plus facile quand t'es vraiment animé par ce que tu fais. Bon, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais il te faut ça en fait, parce que t'as trop de gens qui veulent devenir de mon humble avis, qui veulent devenir entrepreneurs pour avoir le full ride startup, tu vois. T'es tellement glorifié aujourd'hui d'être fondateur mais en fait tu peux pas devenir entrepreneur juste pour devenir entrepreneur. T'as vraiment envie de faire quelque chose. Non, donc c'est pour ça que c'est souvent plus facile quand t'as vraiment ce projet qui te tient tellement à cœur. Tu vois, un super exemple, c'est le tout premier investissement qu'on a fait qui s'appelle Même Cosmétique, qui est une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer. Les deux fondatrices, Judith et Juliette, ont malheureusement été concernées de très très près en fait par la maladie. Et en fait, tous les matins, elles se lèvent en se disant je veux faire ce projet aussi pour aider toutes ces femmes à se sentir mieux, parce que j'ai vécu dans ma chair à quel point c'était difficile de passer par là. Et je sais que en prenant un peu soin de soi, on traverse mieux ces épreuves. Donc, tu vois, c'est criant. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour nous c'est hyper important. C'est doublement important quand tu travailles sur des marques, encore une fois, parce qu'en fait, ce que tu disais, c'est que le consommateur, il achète la marque, mais il achète l'histoire derrière. Et en fait, ça donne beaucoup plus d'authenticité, de profondeur que la marque très opportuniste où en fait, j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis, je refais la même chose en France. Complètement. Ça peut marcher, mais c'est vrai que de plus en plus, les consommateurs, ils ont envie d'histoire, le storytelling, les fondateurs, encore une fois, la transparence, ça fait partie d'eux. Donc c'est pour ça que c'est peut-être encore plus important en B2C, au-delà du côté juste motivationnel qui pourrait être vrai dans tous les cas. En B2C, t'as un facteur en plus. Ceci étant dit, t'as des entrepreneurs aussi qui sont un peu des entrepreneurs nés, qui en fait, eux, vibrent juste pour le plaisir de l'entrepreneuriat, de créer des sociétés, et qui sont aussi très très bons dans cet exercice-là. Donc il y en a, et on en a quelques-uns dans notre portefeuille aussi comme ça, mais je dirais que statistiquement, c'est vrai qu'au sein du portefeuille et les projets qui nous le plus souvent nous font vibrer, c'est quand il y a cet alignement qui est très très fort entre les fondateurs et leurs projets. Et d'autant plus quand on parlait tout à l'heure des primo-entrepreneurs, quand c'est ta première boîte. Tu vois, le profil d'entrepreneur que tu décris, effectivement, il y en a qui sont des machines à avoir des opportunités, qui savent exécuter un truc super vite, etc.
mais en général, c'est pas forcément leur première boîte, quoi. En tout cas, c'est ces profils-là dans lesquels tu peux croire en disant, c'est vrai. Il a un track record, tu vois. Quand tu te dis, je vais quitter mon job, je vais devenir entrepreneur, il faut que tu aies une vraie raison de le faire et de manger des pâtes pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, pour le faire, quoi. Ok, et du coup, tu vois, justement, on parlait donc de ce projet, donc qui a vraiment une vocation très sociale pour le coup, l'accompagnement par la cosmétique des femmes qui ont des cancers. Mais de manière générale, du coup, vous prenez aussi, donc on l'a dit, des critères RSE, on le dire de manière très large. Si on se fait l'avocat du diable 2 minutes, en fait, est-ce que ça va pas contre la performance financière des fois, tu vois? Typiquement, un modèle de cosmétique comme ça, qui est génial, ça sera pas scalable comme, je sais pas, un SaaS incroyable qui va se répliquer partout, tu vois, pour faire vraiment l'avocat du diable. Ouais. Alors peut-être, ce projet-là, il est en plus assez spécifique, on parle d'une audience de niche. Même c'est bien d'abord que tu peux investir dans des projets comme ça en étant VC, en fait. C'est ça ce qu'il y a derrière ma question, quoi. Mais oui. Après, il y a des grosses opportunités internationales, mais c'est là aussi où nous, on se distingue un peu du panorama VC, et qu'on est finalement, on est VC parce qu'on a investi dans des startups, mais on n'a pas des attentes de valorisation à 1 milliard dans nos sociétés. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais au début de la conversation, c'est que nous, on a envie que tout notre portefeuille se développe, ça a l'air presque péjoratif quand je dis ça, mais tu vois, d'avoir un portefeuille de jolies petites PME. Mais c'est très bien aussi. Tu vois, il y a pas de ça crée de la valeur, en fait, tu vois. Mais ça va un peu contre les préconçus sur l'écosystème où oui, mais parce que tu vois, etc., quoi. Exactement, mais parce qu'en fait, on n'est pas à se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une de nos boîtes qui va falloir 1 milliard pour compenser les autres. Et pourtant, ça veut pas dire que dans le lot, il y en a pas certaines qui ont des croissances exceptionnelles. Mais voilà, on a plutôt à cœur d'accompagner une quinzaine, une trentaine aujourd'hui de sociétés, et toutes avec des superbes trajectoires de croissance. Donc oui, c'est moins scalable, mais c'est pas pour autant moins risqué. Plus risqué justement, parce qu'en fait on a des sociétés qui sont assez rapidement rentables, qui ont pas besoin justement tous les 18 mois de revenir voir le marché pour relever de l'argent. C'est pas dans le devoir de Better Place, qui est le cliché ultime des startups où ils font ça avec tout et n'importe quoi, et en fait c'est des boîtes qui ont peut-être des utilisateurs mais qui gagnent jamais d'argent, quoi. C'est ça, c'est que nous en fait assez rapidement nos boîtes elles peuvent être rentables et s'autofinancer de cette façon-là, et continuer leur aventure. Donc c'est une autre approche du métier, de la finance, d'autres approches de valorisation. Voilà, on est un peu plus dans le tangible et sur des approches en fait ce qui repose sur des vrais agrégats financiers en réalité. Complètement. Et du coup, à l'inverse, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Est-ce que tu vois une corrélation entre de la perf financière, tu vois, entre ce que tu vois dans le deal flow que t'as, etc. Perf financière d'un côté, forte culture, fort alignement et impact social environnemental. Grosse question. Ouais. Alors grosse question effectivement. Alors faudrait faire l'exercice précis de corrélation. Moi, ma conviction personnelle, c'est que dans nos secteurs, si t'as pas une marque qui est très forte et sur laquelle tu as vraiment réfléchi. Donc encore une fois, réfléchir à une marque forte, c'est pas juste réfléchir à son logo et avoir un joli nom, mais c'est vraiment toute la plateforme de marque qu'on écrit derrière, toute l'histoire qu'on veut raconter, son exécution, etc. C'est très compliqué. Donc comme tu as fait ce travail vers l'externe, il faut qu'il soit cohérent avec ton travail en interne. Donc d'une certaine façon, je réponds petit à petit à ta question. Avoir une culture pour moi très forte, ça contribue à ça. Avoir une vraie réflexion ESG, c'est nécessaire en fait à moyen long terme, parce que sinon les consommateurs vont se détourner de toi. Donc il faut en tout cas montrer qu'on est actif sur le sujet, qu'on le prend en compte d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, on parle beaucoup d'environnement, il peut y avoir plein d'autres sujets. Nous, on a investi récemment dans Nous Anti-Gaspi, qui est une boîte de distribution alimentaire. Et qui vient de chez Phoenix, non ? Ouais, c'est un spin-off de Phoenix. C'est ça, okay. C'est un spin-off de Phoenix, et donc c'est un réseau de supermarchés dont les produits viennent
c'est des produits qui seraient invendus autrement parce que pas les bons packaging, parce que pas la bonne forme, pas le bon poids, etc. Et donc à la fois, eux ils œuvrent d'un point de vue environnemental parce que sinon c'est juste des produits qui sont produits et gaspillés, mais il y a aussi toute une démarche d'inclusion, de revaloriser du personnel plutôt à faible qualification. Donc il y a une démarche sociale qui est hyper intéressante aussi. Donc ça c'est d'autres sujets sur lesquels les boîtes peuvent travailler. Enfin, ça c'est juste pour remettre le débat ESG parce qu'on pense souvent environnement et pas forcément toujours aux sujets sociaux et de gouvernance. Donc en tout cas je pense que oui, à terme il faut que toute boîte ait réfléchi à ces sujets-là pour être encore pertinente et cohérente par rapport aux attentes des consos. Et donc une fois qu'on s'est dit tout ça, oui, je pense que la performance financière, elle suivra. En même temps, c'est hyper fort la dernière phrase que tu viens de dire. Tu vois. Il faut que toute boîte ait réfléchi à ça. Ouais. Ça c'est plus une option, c'est plus un luxe, c'est plus joli quoi. Enfin, c'est pas joli quoi. Nous c'est vraiment notre conviction en fait. Et alors, tu vois, si on renverse un peu l'échiquier, c'est pas vraiment la bonne expression, mais parce que du coup, quand t'es un fonds, on est d'accord que c'est pas ton argent, t'as des gens qu'on appelle des LP, qui te donnent de l'argent. Et cet argent que tu vas placer avec un objectif de perf, etc. Est-ce que c'est facile de faire entendre ce discours auprès d'investisseurs institutionnels, de dire oui, on va pas forcément chercher la valeur à 1 milliard et en fait on cherche autre chose, on a d'autres manières d'impacter et c'est super ok quoi. Oui, alors c'est plutôt un discours qui a été très joli puisqu'on a quand même réussi à lever notre fonds au total qui fait quand même 100 millions. Donc a priori il y a des gens qui ont cru qui ont cru à la thèse qu'on leur proposait et encore une fois nous en fait, en moyenne, notre performance, elle est aussi bonne que celle d'un fonds Vicitech. Okay. C'est juste que au lieu d'avoir une boîte qui fait toute ta perf, on a un portefeuille qui est plus homogène. En tout cas, c'est le projet. Donc c'est la première chose. Donc en termes de perf pure, en tout cas pour l'instant, touche du bois, on va plutôt dans ce sens, on s'oriente plutôt dans ce sens-là. Ensuite, ce qui était assez rassurant, nous, pour justement nos investisseurs, c'est que on investit dans des boîtes qui font du chiffre d'affaires, qui font à un moment assez rapide de la renta. Donc en fait, il y a une vraie valeur qu'on crée. On peut revaloriser nos boîtes, on voit de la croissance en fait en termes de chiffre d'affaires. On peut appliquer des multiples dessus, donc c'est finalement assez tangible. Donc ça, c'est plutôt des choses qui leur plaisent. Et traditionnellement, en fait, les marchés consommateurs, ils sont assez résilients. Donc ça, c'est des choses qui leur plaisent. Et la dimension impact, en réalité, elle parle de plus en plus aussi aux investisseurs. Ok. Mais c'est assez intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'en fait vous aviez la même perf que un fonds tech. En tout cas, pour l'instant, des benches qu'on voit, oui, on s'en sort pas trop mal. En fait, c'est ce qui est génial là-dedans, c'est que si tu veux, je fais complètement ton analyse sur l'impact. C'est pas vraiment une option. T'es pas obligé d'être une boîte impact by design, t'es de plus en plus obligé de l'intégrer dans ta stratégie, d'autant plus, comme tu l'as dit, t'es en D2C. Mais, en fait, toi, de ton côté, par ton activité, t'as une capacité à voir qu'en fait, oui, ces modèles marchent, et que c'est pas juste une fable qu'on se raconte parce que c'est sympa, quoi. Oui, on a plein d'exemples, quand même, de nos boîtes qui se sont petit à petit, qui ont adapté leur modèle pour essayer de s'améliorer sur cette démarche-là, parce qu'ils rapatrient leur production en France, parce qu'ils vont avoir une démarche d'inclusion avec leurs salariés, parce que ils vont réfléchir à l'empreinte carbone et essayer d'être le mieux disant sur le sujet. Oui, c'est en tout cas, a priori, ça marche. Oui, ça marche. Et donc effectivement, ces boîtes dans lesquelles tu vas investir, effectivement, donc la vie du fonds ne s'arrête pas au moment où tu investis. Tu vas continuer de les accompagner. Alors, on en parle souvent de ce sujet, l'accompagnement des boîtes, faut trouver un fonds qui est compatible avec toi, etc. Concrètement, ça ressemble à quoi? Vous faites quoi? Les fameux fonds hands-on. Ce que tout le monde dit, c'est que, souvent ça, les investisseurs se décrivent comme hands-on, ça veut dire qu'ils sont ensuite impliqués dans l'accompagnement. Tu m'as appris un truc là, merci. Je pense que tous les fonds le disent. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, j'en sais rien. Je vais raconter ce que nous on fait. C'est très bien. Alors il y a plusieurs choses. Moi je trouve dans l'impact qu'on peut avoir et dans l'accompagnement, il y a de façon très concrète, on aide déjà la boîte à se structurer très souvent. On va leur dire les aider à mettre en place un reporting, mettre en place un board, organiser la relation avec l'investisseur, ce qui comme ça peut avoir l'air d'être le truc un peu chiant, mais en réalité ça permet aux fondateurs qui sont souvent tellement les dans le guidon
ils n'arrivent pas toujours à prendre de la hauteur pour repenser un peu à la vision et mes objectifs à 6 mois, 1 an, quels sont-ils et comment je m'organise pour y arriver. Donc en fait, nous, on leur permet de remettre ça un peu en place et tous les 2 mois, à l'occasion du board, de reprendre ces objectifs-là, de refaire le point et de se dire ok, voilà tout ce qui s'est passé, voilà ce qu'on peut faire. Et en fait, ça c'est déjà hyper important. Ça leur permet vraiment de prendre de la hauteur sur les sujets. Bon, ça lâche comme ça, mais en vrai c'est assez utile. La deuxième chose, c'est qu'on peut rentrer de façon très concrète dans des sujets. Donc nous, c'est quand je te disais qu'on a une équipe qui est un peu atypique, avec pas toujours une expérience financière de base, c'est qu'on a 2 entrepreneurs par exemple qui ont monté pour l'un une boîte dans le digital, pour l'autre dans l'e-commerce, pour l'autre une boîte aux États-Unis qui touche un peu à tous les sujets de distribution et qui eux vont typiquement aider sur du marketing digital, sur l'international, sur les opérations. Moi mon gros truc, comme tu as pu l'entendre depuis le début, c'est tout ce qui est branding, marque, expérience client. Moi, je travaille pas mal là-dessus. Il y a des sujets de financement, il y a des sujets de strat type build-up international, tous les sujets un peu de levée de fonds aussi, préparer la sortie. Donc ça, on rentre vraiment dans les sujets avec eux, sur des sujets de recrutement aussi. Très récemment, le dernier profil qui nous a rejoint, Clémence, travaillait dans un cabinet de recrutement avant, donc elle va les aider sur cette dimension-là. Donc ça, on rentre vraiment dans les discussions avec eux, ou nous en direct, ou parce que du coup on a créé tout un réseau assez spécifique de prestataires qui peuvent les aider sur le sujet. Donc ça, c'est quand même assez concret. La troisième chose, c'est le réseau de fondateurs et de sociétés qu'on a construit. Donc là encore, c'est notre force, je pense, que d'être très spécialisé. C'est qu'en fait, on a aujourd'hui une 30aine de boîtes qui partagent toutes plus ou moins les mêmes problématiques. Comment je vais grossir, comment je construis ma marque, comment je vais à l'international, comment j'organise mon département marketing, comment je vais chercher un nouveau fournisseur parce que je veux changer mon packaging, parce que j'ai trop de plastique, enfin, tu vois, n'importe quoi. Mais en fait, on essaie vraiment de créer cette communauté-là aussi pour qu'elles puissent interagir entre eux. Et ça, c'est des choses, malheureusement, ça a été un peu ralenti avec l'effet Covid, mais qu'on veut vraiment relancer parce qu'on est convaincus qu'il y a énormément de valeur sur ces sujets-là. Et le 4e sujet, je dirais, c'est en fait de la présence, de l'accompagnement. Tu vois, on voit comme un sparring partner et un coach, encore une fois très bienveillant. C'est anecdotique, mais on a une boucle WhatsApp avec tous nos fondateurs pour vraiment avoir un canal d'échange très très direct. Et en fait, ça peut être à la fois des sujets très business, comme ah ben tiens, je t'ai pas dit, mais en fait je vais me marier cet été, ou je suis enceinte, et en fait tu vois, on a aussi cette relation là de partage en fait, tout simplement. Et en fait cette relation là tu peux pas l'avoir si t'as pas fait ce travail qui nous renvoie à ce qu'on disait un peu au début de compatibilité, quoi, parce que ça demande quand même une énorme confiance. Et tu vois, ça il y a ce côté un peu vertueux de l'accompagnement. Dans les histoires un peu pas cool que tu peux entendre à gauche et à droite, t'as aussi, en gros, t'as pas forcément confiance dans ton fond. C'est un peu l'œil de Moscou qui vient regarder tout ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Parce que lui, en gros, il a son objectif d'exit à X années, et il veut être sûr que, les indicateurs, ils vont aller là, que ce soit bon pour la boîte ou pas, tu vois. Ouais, c'est là que tu vois nos 3 valeurs, elles nous servent beaucoup. Parce que il y a l'ambition, donc oui, on a envie de faire notre multiple et faire grandir la boîte et de réaliser le BP sur lequel on s'est mis d'accord. Il y a de la bienveillance parce qu'on sait que la vie est longue et c'est pas parce que sur 1 mois ou 2 ou même plus on n'est pas à nos objectifs que on est en panique et qu'on se dit que qu'il faut tout arrêter et tout retransformer. Tu vois, là, sur l'année dernière, on a des boîtes. Je te parlais de Dynamo, qui est une boîte que moi je suis. Leur activité, elle a été quasiment fermée toute l'année, en fait. Donc tu peux être le fond complètement paniqué ou en fait, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et comment on ressortira plus fort de cette crise-là. Et il y a la transparence qui est hyper importante parce qu'il y a quand même des moments où il faut se dire les choses, ça se passe moins bien, et il faut savoir se le dire aussi pour justement se réajuster, recaler les choses, et pour essayer collectivement de sortir de l'impasse. En fait, s'il y a un impasse, ou en tout cas se dire les choses, c'est hyper important pour nous. Je vois tout à fait. Et alors du coup, tu vois, un autre sujet qui m'intéresse, donc tu rentres dans ces boîtes assez jeunes, ces boîtes elles vont grandir. J'imagine que tu as aussi vocation à les accompagner pendant un petit moment, même si au début elles sont que 2 ou 3 ou 10 ou ce que tu veux.
En fait, un sujet qui m'intéresse, qui nous intéresse énormément chez Beermoney, c'est l'alignement des équipes, tu vois. On parle de culture, on parle de tout ça, etc. Mais c'est autant d'outils, en fait, qui te permettent de savoir que toute ton équipe tire dans la même direction. Toi, comment est-ce que tu fais dans tes accompagnements, même de manière générale, qu'est-ce que tu conseilles pour garder une équipe alignée, au fur et à mesure de la croissance? Alors, je peux te dire ce que nous on a fait déjà en interne. C'est déjà très bien. Tu vois, nous on a une organisation qui est assez horizontale, où on partage énormément. On a 2 points d'équipe par semaine où toute l'équipe participe, des analystes stagiaires, aux partenaires, on est tous là. On a organisé, la réflexion sur les valeurs, ça c'était vraiment des workshops communs. Et l'output de ça a été un handbook où en fait on a tous collaboré sur qu'est-ce que c'est notre mission, notre vision, nos valeurs qu'on a envie de défendre. Il y a de plus en plus de monde qui fait ça. Nous on appelle ça des culture books parce qu'on les vend comme ça. Mais c'est super cool de faire ça. Donc on a fait ça. Et ensuite on essaye d'organiser au moins 2 fois par an des offsites et des moments un peu d'échange pour rebrainstormer tous ensemble des sujets et s'assurer qu'on est tous alignés. Nous on a vraiment cette culture là qui est encore une fois très transparente aussi à tous les niveaux. Donc ça c'est ce qu'on a fait chez nous. Ce que les boîtes qu'on accompagne font chez elles, on les encourage un peu dans cette démarche là. Mais ensuite ça fonctionne vraiment au cas par cas. Ouais. Mais encore une fois, moi je pense que la clé c'est la transparence, c'est l'alignement entre. Parce que ça peut se perdre hyper vite en fait. Dans une boîte, quand t'es une startup par définition, t'es pas calé en plus sur ce que tu vends, sur comment tu le vends. Ton business model il peut changer, ton produit il peut s'adapter. Plein de choses qui peuvent changer et c'est pas évident de garder tout le monde au même niveau. Et c'est là que il se passe un truc terrible. En fait, t'en as qui ont une perception, t'en as d'autres qui en ont une autre. Très vite tout le monde va dans tous les sens. En fait, à un moment donné, c'est pour ça que formaliser les choses, c'est assez intéressant en fait. Complètement. Et sur le moment, on se dit ça va me faire perdre du temps pour avoir 5 slides. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah oui, ça c'est une vraie question. Mais en réalité, ça permet de diffuser l'information et de faciliter les onboarding quand il y a des nouveaux profils qui arrivent. Et au moins, notre handbook, on pourrait effectivement appeler Culture Book. Dès qu'on a des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, on leur dit lisez ça. Et imprégnez-vous de ça en fait. Et d'une certaine façon, ça te permet au moins de t'assurer qu'au moins tout le monde est au même niveau d'information. Et puis t'espères que les gens vont adhérer à ça. Mais moi typiquement quand je fais mes entretiens, même pour mes stagiaires, qui ont pour nous un rôle hyper important, je leur demande toujours, on a 3 valeurs. Comment ça résonne chez vous? Ouais, bien sûr. Et oui, c'est effectivement hyper important. Et après, effectivement, le cultural fit, c'est un énorme problème en fait. C'est un problème à résoudre, tu peux pas te tromper quoi. Et c'est vrai pour le candidat parce que t'as souvent cette peur en gros d'aller dans une boîte où ça va pas aller, tu vois. Et c'est vrai pour la boîte parce que je propose quelqu'un qui a pas le profil, qui a un très bon profil mais qui a aucun fit culturel avec toi, ça va mal se passer quoi. Et ça va te coûter cher. Et là tu vas vraiment perdre du temps et beaucoup plus qu'à faire 5 slides. C'est sûr. Complètement. Et tu vois, ce qui est intéressant, nous, typiquement les boîtes qu'on accompagne, on les encourage à mettre des éléments business aussi dans la formulation de leur culture, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir, des gens qui, t'as 5 personnes dans la boîte, t'as 5 business models qui sortent, quoi. Quand tu fais un tour entretien, où tu fais, bon, c'est pas, ça va pas être possible. Donc, du coup, c'est hyper important d'avoir cet alignement-là, quoi. Donc tu vois, on a beaucoup parlé de valeurs, de culture, d'alignement, etc. Et en même temps, si on reprend un peu les basiques quand tu crées une boîte, on dit souvent, il faut être focus produit, focus client à fond. Tu manges ça, tu respires ça, tu dors ça, quoi. Si on reprend tout ça, toi, c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui lance une boîte justement et sur quoi il se concentre, qu'est-ce qu'il travaille en premier, pourquoi? En fait, je pense que tu ne peux pas penser à ton produit si tu n'as pas pensé à ta mission. Ah, c'est bien ça. Ça fera mon petit épisode, ça. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je sais pas, tu vas te dire, je veux développer, un porte-manteau ou n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi t'as envie de faire ça? C'est le why, en fait. Pourquoi t'as envie de faire ça? Parce que si tu penses juste à un produit, c'est génial, tu auras un produit. Mais ensuite, quels sont les autres produits que tu vas faire? Et si tu t'es pas posé d'abord la question de ta mission, justement, tu risques d'être assez vite bloqué. Et du coup, t'as ce côté de cohérence, exactement. À 360 degrés, en fait. Exactement. En fait, ta mission, c'est ton cap,
et c'est intrinsèquement lié, à la stratégie que tu veux développer. Donc en fait, mon conseil, c'est vraiment assez vite réfléchissez à ça, même si ça évolue au fil du temps et voilà, on peut ajuster. Mais en tout cas, je dirais vraiment réfléchissez au-delà justement du simple produit. Quel est le but de ce produit? Complètement. Et après, une fois que t'as un but, les moyens de l'atteindre sont multiples, quoi. Exactement. Tu peux complètement je sais pas, tu peux te dire, ah oui, mais moi j'ai cette idée-là, mais je vais jamais gagner d'argent avec moi. Ok, tu changes ton comment, mais garde ton pourquoi, tu vois. Exactement. Et tu vois, la question des valeurs, c'est pareil. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire derrière, tu peux dire, est-ce que c'est cohérent ou pas, avec mes valeurs? Est-ce que c'est cohérent ou pas avec, ma mission? Et en fait, ça aide tellement à prendre des décisions, je pense, après. Ça simplifie énormément les choses. Parce que t'as déjà répondu aux questions en amont, en fait. Ouais. Et ça te dit, chez nous, on fait comme ça, quoi. Exactement. Et il n'y a pas 12 000 questions à se poser, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Camille. Avec tout ce qu'on s'est dit, concrètement, c'est quoi le pitch de rêve pour que tu investisses dans une entreprise? C'est quoi ce que tu rêves d'entendre? C'est difficile, ça. C'est pas obligé de le faire, tu peux juste me dire ce qu'il y a dedans. Non, parce qu'en fait, le pitch de rêve, il est quand même composé de plein de choses. Tu vois, dans ce qu'on s'est dit, là, on couvre énormément la dimension équipe, vision, et donc ça, c'est hyper important. Et donc, dans mon pitch de rêve, il faut qu'il y ait cet alignement super fort entre, encore une fois, l'équipe et leur projet, et sentir pourquoi. Revenir à ça, pourquoi ils font ça, quelle est la mission, ça c'est clé en fait, et je pense que si tu sais pas définir ça, c'est très compliqué. Et puis ensuite, là quand même il y a une réalité business en face, donc dans le pitch de rêve ça doit aussi intégrer est-ce que mon produit il est effectivement meilleur, plus compétitif, il apporte quelque chose de différent sur mon marché, est-ce que mon marché il est assez profond, il est en croissance, il y a des choses nouvelles à apporter, est-ce que j'ai un modèle économique qui est viable et qui est j'aime pas le mot scalable, mais qui peut se déployer. Voilà, je dirais que c'est un mix de tout ça. Et puis bien sûr, ça coche bon pour moi, bon pour la société, bon pour la planète. Effectivement. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. C'est un très beau mot de la fin qui fait complètement écho au début. Parfait. Écoute, un grand merci en tout cas, Camille, pour tout ça, pour tous ces conseils. Et puis, c'est cool d'entendre ça sur le investissement aussi, quoi. Merci Vincent. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmoniste.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.